eski milli futbolcu. Konumuz sevgili Hakan Şükür, İstanbul Bağımsız Milletvekili. Hakan Şükür, silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Hakan Şükür est la tête de Turc. Sakarya, 1er septembre 1971. C'est dans cette petite province au sud-est d'Istanbul que naît Hakan Şükür. D'abord passionné par le basket, son père le force à arrêter et le met au football. Idée fantastique, car Hakan est très doué. Il sait lever le ballon avec son pied, tirer dedans très fort et le pousser dans des filets en évitant le monsieur devant lui. Ce qui rend certaines personnes si heureuses qu'on a l'impression qu'ils viennent de trouver le vaccin contre la gueule de bois. Son talent lui ouvre en 1992 les portes de l'équipe nationale, puis celle de l'un des plus grands clubs du pays, le Galatasaray. Parallèlement à sa carrière de footballeur, Hakan se rapproche d'un imam très renommé, Fethullah Gülen, et rejoint sa très influente confrérie. Il faut dire que certains de ses prêches concernent de près le joueur de foot. La jambe est un membre très important. Dans le sport, c'est comme dans la prière, la tête et la jambe doivent travailler ensemble. Oui, un sportif doit jouer avec ses jambes et aussi son cerveau. Des prêches tellement longs qu'on y fait même une pause déjeuner. En 1995, Hakan se marie et il choisit Fethullah comme témoin. Ce mariage est prononcé par le maire d'Istanbul de l'époque, un certain Recep Tayyip Erdogan. En 2002, Hakan entre dans l'histoire du football en inscrivant le but le plus rapide en Coupe du Monde en 10 secondes 89. Hakan, que l'on surnomme le taureau du Bosphore, passe du rang de star à celui de Dieu vivant. En 2008, il raccroche les crampons, avec une cheminée bien garnie. Le jeune retraité entame alors une carrière people et fait le tour des plateaux. Comme ici, où il découpe des gâteaux cuisinés en son honneur. Ma femme n'aura pas le courage de couper mon pied, je vais le faire. La popularité d'Hakan Şükür éveille l'appétit de Recep Erdogan. Celui qui a marié Şükür est entre-temps devenu Premier ministre grâce à son alliance avec Fethullah Gülen. Et il propose à l'ancien footballeur de se lancer en politique. Hakan accepte avec la permission de son mentor Fethullah et est élu député au Parlement turc. Mais ce ménage à trois ne va pas durer. En 2013, Erdogan accuse Gülen de comploter contre lui. Pour se venger, il ferme les Dershan, ces écoles privées qui ont fait la fortune de Gülen. À la télé, Hakan Şükür prend la défense de son maître à penser. Il a ouvert ses écoles tout seul, sans prendre un sou à l'État. Il a contribué énormément à l'éducation du pays. Il a fait beaucoup de bien autour de lui. Et regardez aujourd'hui, ceux qui se disent bienfaisants, regardez leur bilan. Hakan devient alors la tête de turc d'Erdogan et perd son poste de député. Jugé pour outrage au chef du gouvernement et risquant 4 ans de prison, Hakan doit même s'exiler aux États-Unis. C'est alors qu'à Istanbul surgit un énorme bruit de bottes. Les forces armées turques ont fait une tentative de coup d'État. Mais le putsch fait pchit. Erdogan accuse immédiatement Gülen et sa confrérie. Hakan Şükür a beau vivre à l'étranger, un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Son père, resté en Turquie, est lui jeté en prison. Erdogan va même jusqu'à retirer le nom d'Hakan Şükür de certains stades. Exilé, réduit au silence et effacé des mémoires, le taureau du Bosphore ne sait pas s'il reverra un jour sa Turquie natale. What we need now is a totally free Scotland. The most dangerous woman in Britain. Nicola Sturgeon would make history. Le biopic présente Nicola Sturgeon dans Ne me quilte pas. Irvine, 19 juillet 1970. C'est dans cette bourgade de 10 000 habitants, à 35 minutes de Glasgow en prenant la rocade, que naît Nicola Sturgeon. Nicolas a 9 ans, quand la Dame de Fer, aujourd'hui entre 4 planches en bois, se retrouve à la tête du pays. Guidée par une colère viscérale contre les réformes ultralibérales de Miss Maggie, la jeune fille s'investit en politique. À seulement 15 ans, Nicolas, qui croit comme toute sa génération qu'il est cool de porter une coupe en brosse et un mulet, intègre le SNP, le Parti national écossais alors minoritaire. L'adolescente, qui se cherche capillairement, devient vite une des militantes les plus engagées du parti et commence des études de droit à l'université publique de Glasgow. Parallèlement à ses études, elle se porte candidate aux élections générales pour le Parlement britannique. Je pense que les jeunes Écossais sont intéressés par le concept d'indépendance en Europe. Nicolas gagne le titre de plus jeune candidat des élections, mais perd sèchement face au Parti travailliste. Pendant des années, elle se présente régulièrement aux élections, avec des coupes de cheveux différentes, mais des résultats identiques. 2007 marque un tournant dans sa carrière. Tout d'abord, elle remporte sa première élection.
Ce soir, la persévérance, le travail acharné et l'abnégation ont payé dans cette circonscription. Le SNP remporte le Parlement pour la première fois de l'histoire et Nicolas devient vice-premier ministre du gouvernement. C'est suite à cette nomination que débute ce que les spécialistes britanniques appellent le projet Nicolas. Elle accepte enfin de se rendre chez un coiffeur diplômé, change sa garde-robe. À force de te voir tout le temps à la télé, tu fais naturellement plus attention à ton image. Et s'efforce à dégager une image de femme sérieuse mais simple et proche des gens. C'est une fille normale. Oui, elle est comme nous. On la surprend alors avec son mari avoir des conversations de gens normaux. T'as lavé les affaires? Non, et j'ai même pas repassé. Ça, c'est mon boulot. Ou dans des ascenseurs, avoir des conversations d'ascenseur. Avec qui aimeriez-vous être coincé dans un ascenseur? Georges Clooney, il a l'air intéressant. Ah oui. Ses efforts portent leurs fruits. Nicolas devient extrêmement populaire. Un sondage la place même en tête du classement des personnalités préférées des Écossais, devant le tennisman Andy Murray. En 2014, elle mène avec le Premier ministre Alex Salmond le projet qui lui tient tant à cœur depuis l'enfance, un référendum sur l'indépendance du pays. Les Anglais sont fous de rage et jouent la carte de la peur. En cas d'indépendance, les Écossais devraient quitter l'Union européenne. La menace paye, le non l'emporte avec 55% des voix. Nicolas, elle, n'a pas tout perdu. Alex Salmond démissionne et elle devient la première femme Premier ministre du pays. 2 ans plus tard, cette fois, ce sont les Anglais qui veulent partir. C'est le Brexit. Les Écossais ont beau voter en masse pour rester dans l'Union européenne, ils l'ont dans le kilt. Nicolas y voit une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, les circonstances ont changé. Il devient évident que la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance doit être envisagée. Seulement voilà, les Écossais n'ont plus un sou en poche. Le pétrole, leur principale ressource, est au plus bas. Le pays est plus endetté que la Grèce et a désespérément besoin de l'argent des Anglais. Face au sondage défavorable, Nicolas doit remiser son projet d'indépendance au placard. She is one of the most famous daughters in the world. Her name is synonymous with money and lots of it. Her father is one of this country's most recognizable figures. The presidential frontrunner, Donald Trump, is with us. We're about Donald Trump's secret weapon. Ivanka Trump est la fille à papa. New York, 30 octobre 1980. Dans une petite maternité de Manhattan, Ivana, une ancienne mannequin tchécoslovaque, et Donald Trump, le richissime homme d'affaires, accueillent leur nouvelle merveille, Ivanka. Ivanka et ses 2 frères, Donald Jr. et Eric, grandissent avec leurs parents dans ce petit triplex de 3000 m² en face de Central Park. Ensemble, ils partagent la même passion du sourire parfait. À 15 ans, Ivanka anime la version pour adolescentes de l'élection des Miss USA, produite par son père. Accueillons la belle Ivanka Trump. La jeune femme est déjà bien loin des rêves puérils des filles de son âge. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Évidemment, j'adore le mannequinat, mais je pense que je vais me diriger vers la finance. Waouh! J'espère que quelqu'un peut vous pistonner. Un an plus tard, Ivanka commence pourtant une carrière de mannequin et défile pour les plus grands couturiers du monde comme Versace ou Thierry Mugler. Parallèlement, elle commence des études d'économie et sort en 2004 de la Wharton School of Business avec les félicitations du jury et celles de son père. Mais alors que les pères normaux vont offrir une télé, un canapé ou un aquarium, Donald, lui, préfère lui offrir tout ce qui va autour. Super cadeau que mon père m'a fait. Un appartement pour mon diplôme. Donald décide alors de faire d'Ivanka le visage de son empire. Il la nomme vice-présidente et lui demande de présenter les spots publicitaires de la compagnie avec une voix grave et inutilement sensuelle. J'aimerais vous accueillir personnellement à la tour Trump. Donald l'impose également à ses côtés dans son émission de télé-réalité The Apprentice et sur les plateaux télé. Il y révèle alors la fascination quelque peu douteuse qu'il éprouve pour elle. Si Ivanka n'était pas ma fille, je sortirais peut-être avec elle. Vous êtes trop bizarre. Lorsque Donald se présente à l'élection présidentielle, Ivanka devient son joker féministe. À chacun de ses dérapages sexistes, Ivanka fait le tour des télés pour défendre son papa.
Mon père a toujours engagé des femmes incroyables aux postes les plus importants de sa société. On la retrouve également en visite sur les chantiers en tailleur et talons aiguilles. Vous avez fait du super boulot. Mais certaines affaires sont venues ternir l'image d'Ivanka. Elle a récemment acheté un collier, mais le bijoutier ne voulait pas d'argent Trump et a préféré tout reverser à la campagne d'Hillary. Chère Ivanka, merci beaucoup pour votre achat. Nous sommes heureux de vous informer que l'argent de votre vente vient d'être généreusement donné à la campagne d'Hillary Clinton, en espérant que votre collier vous plaira. Il y a quelques mois, Ivanka a aussi dû rappeler 20 000 vêtements de sa propre marque fabriqués en Chine et ne respectant pas les normes de sécurité américaines. Personne ne sait si en cas d'élection, Donald obligera sa fille à fabriquer ses produits aux États-Unis, comme il veut le faire avec Apple, et en tout cas il cédera sa place à Ivanka à la tête de son empire. L'entreprise gagnerait certainement en sensualité, pas sûr en revanche que le pays dirigé par son père puisse en dire autant. Pro-democracy singer Denise Ho. Everyone is living in some kind of a white terror. Le biopic présente Denise Ho dans Un parfum de censure. Hong Kong, 10 mai 1977. C'est dans cette colonie britannique que naît Denise Ho. Non, pas Michel, Denise Ho. Fille d'enseignant, Denise s'envole vivre à Montréal à l'aube de ses 11 ans. Elle y apprend le français, le goût pour la poutine du Québec et une certaine notion de la démocratie. À 19 ans, elle participe au célèbre télécrochet hongkongais Sansa Koche Tai Toi, qu'elle remporte à sa grande surprise. Le vainqueur est le numéro 6, Denise Ho. Denise gagne un contrat d'enregistrement ainsi qu'une robe difficile à assumer en soirée et le gâteau qui va avec. Elle débute alors sa carrière de chanteuse de cantopop, la pop cantonaise, et se retrouve très vite en tête des ventes grâce à certaines chansons à texte. Denise devient également une chanteuse engagée, et certains de ses textes sur le thème de l'homosexualité créent de fortes polémiques dans le pays. Celles-ci ne font que renforcer son succès, et en 10 ans, elle devient une star incontournable de la cantopop. Elle fait le tour du monde pour présenter ses albums, comme ici en Chine, le pays où l'on raffole des pancartes publicitaires. Elle s'essaye à la comédie dans une série qui ne semble pas se soucier du jeu d'acteur. Oh là là, le petit avec la tête dans les épaules, tu m'as raccroché au nez. Denise se retrouve également à la tête des victoires de la musique, qu'elle décide de présenter enroulée dans du papier alu. Lors de la Gay Pride de 2012, Denise tombe sa robe de sympathisante LGBT et révèle au grand jour ce dont beaucoup d'Hongkongais se doutaient. Je suis lesbienne! Malgré certaines réactions hostiles, Denise ne se désengage pas de la vie politique. 2 ans plus tard, elle devient l'une des figures du mouvement des parapluies, une révolte de la jeunesse pour le maintien de la démocratie à Hong Kong et contre l'autoritarisme de Pékin. Ils se battent pour le peuple de Hong Kong, pour la démocratie que les Hongkongais recherchent depuis des années. Denise se fait boycotter en Chine, perd près de 80% de ses revenus, mais continue son combat. Cet été, elle rend visite au Dalai Lama. Affront ultime pour Pékin, qui met alors la pression sur les employeurs de Denise. Lancôme, puis Listerine rompent leur engagement avec la chanteuse. La semaine dernière, ce sont les sites de téléchargement et de streaming du pays qui bannissent le nom de Denise Ho. Heureusement, le reste du monde peut encore profiter de son talent. People a day are dying of aging. Dr. Aubrey de Grey. Crusader against death. Le biopic présente Aubrey de Grey dans Le portrait d'Aubrey de Grey. Londres, 20 avril 1963. C'est là-bas, derrière cette grande horloge, que naît Aubrey David Nicholas Jasper de Grey. Fils d'une aristocrate, prétendument artiste, et d'un père parti au pub pour ne jamais revenir, Aubrey grandit avec une idée en tête, changer le monde. À 22 ans, il sort de la prestigieuse université de Cambridge avec une licence en informatique et se spécialise dans l'intelligence artificielle. 4 ans plus tard, il se marie avec Adelaide Carpenter, une biologiste américaine de 19 ans son aînée.
C'est au cours de conversations avec sa femme qu'Aubrey apprend les bases de la génétique et se rend compte qu'aucun scientifique ne s'intéresse vraiment au problème du vieillissement. Il prend alors 2 grandes décisions. La première, tout faire pour empêcher les humains de vieillir et donc de mourir. La seconde, se laisser pousser la barbe. J'ai commencé à faire pousser cette barbe il y a 12 ans, et en 2 ans, elle a atteint cette taille et n'a pas bougé depuis. Ce Rasputin du XXIe siècle se passionne alors pour la biogérontologie, la science de la vieillesse, et il obtient en 2000 un doctorat dans le domaine. Il fait ensuite le tour du monde pour présenter sa théorie sur les 7 causes du vieillissement. Très vite, il capte l'attention de son audience avec des accroches étranges. Je vais vous poser une question. Qui ici est en faveur de la malaria? Non, moi la malaria, non, moi j'aime pas, non. Avec des promesses excitantes. Il sera possible de vivre éternellement quand nous enlèverons le vieillissement comme source de mort. Et avec une répartie acide. Vous pensez donc que je peux vivre jusqu'à 1000 ans? Si vous perdez un peu de poids. Les médias commencent à se passionner pour ce personnage ressemblant plus à Gandalf qu'à un scientifique et promettant à tous la vie éternelle. On le retrouve dans des documentaires, nous expliquer d'où lui vient son inspiration. J'en étais à 2 litres de bière quand j'ai trouvé comment vaincre le cancer. Ou effrayer des enfants avec des discours plombants. Tu dois tout faire pour ne pas mourir avant que les traitements n'existent. On lui soumet toutes sortes de remarques, certaines intelligentes. Notre planète ne peut pas supporter autant d'humains. D'autres moins intelligentes. À part ne pas se raser, c'est quoi le secret pour vivre longtemps? Ne pas me raser m'aide beaucoup, car si je me rase, ma femme me tuera. On découvre également un homme à la patience limitée. Il existera toujours plein de façons de mourir. Par exemple, vos questions pourraient m'agacer et je pourrais vous tirer une balle dans la tête. Mais Aubrey dérange. Certains de ses détracteurs lui reprochent d'avancer une théorie utopique et proposent même 10 000 $ à quiconque parviendra à la réfuter. Sûr de lui, Aubrey en propose 20 000, mais personne ne parvient à remporter la récompense. Il n'en fallait pas plus pour convaincre les investisseurs. Des centaines d'inconnus, puis quelques philanthropes, comme Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, l'aident à financer son projet. Aubrey investit également la coquette somme de 13 millions de $ qu'il reçoit en héritage de sa mère. Certes loin du milliard dont il estime avoir besoin, il peut toutefois créer son laboratoire qu'il nous fait visiter en réalité virtuelle. Salut, c'est sympa de vous voir. Une réalité virtuelle qui nous permet de regarder les pieds de son assistant, qui nous présente sa dernière machine. Alors je mets l'échantillon ici, c'est analysé, et là, ça me donne les résultats. Aujourd'hui, âgé de 53 ans, Aubrey croit encore qu'il peut retarder l'heure de sa mort. Et bien qu'en 10 ans de recherche, aucune grande avancée n'ait été faite, il reste persuadé que d'ici 20 ans, la science saura comment rendre l'homme immortel. Il faudra alors bien faire attention en traversant la route. I'm a Christian, a conservative, and a Republican, in that order. Mike Pence est le pompier en chef. Columbus, 7 juin 1959. C'est dans cette petite ville de l'Indiana que naît Mike Pence. En bon petit-fils d'immigrés irlandais, Mike grandit dans le respect de la religion catholique, des valeurs démocrates et dans la fascination pour JFK. À l'âge adulte, il étudie le droit à l'université d'Indiana et intègre le journal de l'école. Il y publie quelques caricatures à peu près bien dessinées, mais qui laissent sceptique quant au potentiel comique de l'auteur. Les notes ont augmenté. Parle pour toi, mec. C'est également à cette période que Mike décide de consacrer sa vie à Jésus-Christ et devient chrétien évangélique. Hostile à l'avortement, il abandonne les démocrates pour le parti républicain et tente de se faire élire au Congrès. Mais Mike utilise les dons reçus pour sa campagne pour payer le crédit de sa maison, la voiture de sa femme et ses tournois de golf. Rien d'illégal, mais il perd la confiance de ses électeurs et échoue lamentablement. Mike se retire alors quelque temps de la vie politique et anime une émission de radio dans laquelle il s'offusque de l'évolution des mentalités. Alors comme ça, l'adultère ne serait plus un problème dans l'Indiana et aux États-Unis? En 2000, il se relance en politique et il fait campagne en parlant de lui à la troisième personne. Notre campagne se concentre sur Mike Pence et ce en quoi Mike Pence croit. Mike enchaîne les victoires et en 2013, il devient gouverneur de l'État de l'Indiana.
Mike n'aime ni les malades du sida, ni le mariage gay, ni les migrants syriens, ni même la théorie de l'évolution. Est-ce que je crois en l'évolution? J'aime croire que Dieu a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. En fait, il y a peu de choses que Mike aime. Il y a Dieu, le tabac et son lobby qui financent ses campagnes, et il y a Noël. Je suis Mike Pence. Noël est une période magnifique de l'année et c'est d'autant plus vrai dans l'Indiana. Bref, Mike est un mec bien et le colistier idéal de Trump pour séduire l'ultra-droite américaine. Voici le prochain vice-président des États-Unis, le gouverneur Mike Pence. Très vite, Mike doit rattraper les dérapages de Donald. Et il essaie même de reconquérir les électeurs perdus comme chez ce coiffeur afro-américain, qui ne s'intéresse visiblement pas à la politique. Et vous êtes qui au fait? Mike Pence. Mike Pence? Oui, je suis le gouverneur de l'Indiana, en course pour devenir vice-président des États-Unis. Ouh, cool mec. La semaine dernière, de vieux propos sexistes de Donald sont ressortis. Et Mike prend pour la première fois du recul avec Trump. Je ne peux pas fermer les yeux devant ces propos et je ne peux pas les défendre. Pour beaucoup de spécialistes, l'élection de 2016 semble être déjà perdue pour les Républicains. Mais en quelques semaines, Mike est devenu le nouvel homme fort du parti. Et il se positionne désormais comme un prétendant sérieux pour l'élection de 2020. Kane is as boring as he is safe. They're true, I am boring. The next vice president, Tim Kaine. Le biopic présente Tim Kaine dans Sur le fil du rasoir. Saint-Paul, Minnesota, 26 février 1958. En ce petit matin d'hiver, Mary-Kathleen Kaine donne naissance à son premier enfant, Timothy. Assez distrait en cours, ses parents l'envoient dans une école jésuite, où la rigueur capillaire n'est visiblement pas au programme. C'est là-bas que Tim apprend l'altruisme. Et à 22 ans, le beau gosse à bouclette prend donc une année sabbatique et part au Honduras enseigner la menuiserie et la soudure à des jeunes défavorisés. Quelques années plus tard, il se lance en politique et remporte chaque élection à laquelle il se présente jusqu'à devenir gouverneur de l'État de Virginie. Tim est alors la star montante du Parti démocrate et c'est lui qui est choisi pour répondre à l'allocution de début d'année de George Bush en 2006. En 5 ans, nous sommes passés d'un excédent budgétaire à un déficit énorme. Mais le discours de Tim est complètement éclipsé par son sourcil gauche, qui semble mener sa petite vie tranquillement sans se soucier du reste du visage. Tim devient alors l'homme au sourcil fou. Des t-shirts, des badges, des affiches sont créés en son honneur. Son sourcil a même son propre compte Twitter, et Tim doit se justifier devant les médias. J'ai un sourcil gauche incontrôlable. Cette histoire lui donne une image de mec simple et sympa. Une image que Tim cultive en se mettant régulièrement en scène avec son harmonica. En participant à un concours d'orthographe entre journalistes et hommes politiques qu'il remporte avec N-O-N-P-A-R-E-I-L. Non pareil. C'est correct, sénateur Kaine. Vous êtes le champion. Mais Tim fait également une brillante carrière politique. Il parvient à durcir l'accès aux armes à feu dans son État et défend le droit à l'avortement, alors qu'à titre personnel, il y est opposé. Deux sujets importants pour Hillary, qui cet été le choisit comme colistier. Le rôle de Tim est de faire pencher l'État de Virginie dans le camp démocrate et de convaincre les électeurs latinos. Il assiste alors à des dizaines de meetings où il change de langue en plein milieu de phrase, rendant son discours difficilement compréhensible. Elle est lista! Hillary Clinton est lista! Tim cherche également à décrédibiliser Trump et livre même une imitation de Donald qui restera certainement dans les annales comme la tentative la plus grotesque et la moins ressemblante de l'histoire. Croyez-moi, je vais construire un mur avec le Mexique et c'est eux qui vont payer, croyez-moi. Les sondages donnent le ticket Clinton-Kaine largement gagnant. Celui qui n'a jamais perdu une élection se voit bien devenir vice-président. Espérons simplement que Tim Kaine ne devienne pas un vice-président trop sourcilleux. Sourcilleux. S-O-U-R-C-I-2-L-E-U-X. There's a third player at the table for this presidential election. The 2016 Libertarian candidate, Jaguar Johnson. Le biopic présente Gary Johnson dans Rencontre du troisième type. Minot, Dakota du Nord, 1er janvier 1953. Alors que l'Amérique se réveille tout embrumée de sa cuite de la veille, Gary Johnson découvre la vie. Gary grandit au Nouveau-Mexique, dans une famille de classe moyenne. Bricoleur du dimanche, Gary monte sa propre entreprise de construction.
20 ans plus tard, il emploie 1000 salariés et génère des millions de bénéfices. Au milieu des années 90 et sans aucune expérience en politique, Gary se porte candidat au poste de gouverneur de l'État du Nouveau-Mexique sous l'étiquette républicaine. Je pense sincèrement qu'un changement est possible. Il investit 500 000 $ de ses économies, remporte l'élection et reste en poste 8 ans. Son bilan est plutôt positif et sa cote de popularité est au top. Au Nouveau-Mexique aujourd'hui, les gens me saluent avec les 5 doigts et pas seulement un. Gary devient également le premier haut responsable politique à se prononcer pour la légalisation du cannabis. Ce positionnement lui met à dos une partie des républicains, mais le rapproche du Parti libertarien. Le Parti libertarien, c'est un parti qui veut pousser à fond les libertés individuelles. Mariage pour tous, ouverture des frontières, armes à feu pour tous, chez les plus extrémistes, le droit de rouler sans permis ou même de coucher avec un cochon. Gary, lui, devient célèbre dans le pays et peut dorénavant expliquer à tous sa vision des choses, comme sa vision très particulière du réchauffement climatique. Si on regarde sur le long terme, dans plusieurs milliards d'années, le Soleil va grossir et englober la Terre. Donc le réchauffement climatique, c'est notre avenir. En 2012, après avoir tenté en vain sa chance à la primaire républicaine, il devient le candidat libertarien à l'élection présidentielle. Gary réalise un score que les observateurs qualifient de tout pourri, 1%. Il met alors de côté sa carrière politique et devient le PDG de Cannabis Sativa Incorporation, une compagnie qui développe des produits à base de cannabis. On le retrouve donc vanter de façon légèrement exagérée les bienfaits de la marijuana. Nous pensons vraiment pouvoir guérir Ebola grâce à la marijuana. Et se moquer de façon originale de ses détracteurs. Les risques cardiaques augmentent dans l'heure qui suit la consommation de marijuana. Cette année, Gary se présente de nouveau à l'élection présidentielle. Il profite de l'impopularité de Trump et de Clinton pour se faire une place dans la campagne. Mais Gary enchaîne les gaffes et devient en quelques mois un ovni dans ce monde politique. Si vous êtes élu, que ferez-vous à propos d'Alep? À propos de quoi? Alep. Mais c'est quoi Alep? Vous plaisantez? Non. I think I could stand up there for the whole debate and not say anything and emerge as a leader. Gary jure avoir renoncé à la fumette le temps de la campagne et assure qu'il ne reprendra pas s'il est élu. Promesse assez facile à tenir puisque du haut de ses 5% dans les sondages, il n'a aucune chance d'accéder à la fonction suprême. Gary aura réussi au moins une chose, égayé par son excentricité, une campagne assez déprimante. Vote for Gary Johnson. This is somebody who knows what's right and what's wrong. Email investigation is reopened. She shouldn't be allowed to run. James Comey est le tombeur. Yonkers, État de New York, 14 décembre 1960. En ce jour glacé, Joanne et Brian Comey reçoivent leur plus beau cadeau de Noël, un petit James. L'enfance de James a tout de la petite vie parfaite. Jusqu'à ce soir d'automne 77, quand son frère et lui sont retenus en otage dans leur maison par un homme surnommé le violeur de Ramsey. Traumatisé par cette expérience, James fait ensuite des études de droit et devient avocat. Un avocat qui en a. Très vite, il travaille sur des affaires sensibles, comme l'accusation de John Gambino, un parrain de la mafia. Et il mène également des enquêtes sur des personnalités publiques. Il parvient à faire condamner Martha Stewart, une immense star de la télé, coupable de délit d'initié. Cette affaire criminelle est une affaire de mensonges. Mensonges au FBI, mensonges aux investisseurs. James s'attaque aussi à 2 reprises au couple Clinton. D'abord dans les années 90 pour plusieurs fraudes présumées liées à des investissements immobiliers, et 10 ans plus tard pour une grâce présidentielle suspecte que Bill accorde à un homme d'affaires accusé de corruption. Mais aucune de ces 2 affaires n'aboutit. Je pense que beaucoup de charges ont été injustement retenues. James est alors nommé numéro 2 de la justice du gouvernement Bush. Mais il tient tête à W en refusant de valider son programme d'écoute téléphonique. Il devient alors un modèle d'intégrité, et sa notoriété nouvelle le renvoie à son ancienne fac, où il tente d'inspirer les nouveaux diplômés. C'est dur de trouver quelqu'un dans le monde qui vous écoute et qui vous comprenne. Bon, visiblement, ça marche pas trop.
En 2013, Barack le choisit pour devenir le nouveau directeur du FBI. On remarque alors à quel point James est grand et qu'Obama ne peut rivaliser face à ses 2,03 m. C'est un homme qui s'intéresse grandement à la justice et aux lois. James dirige alors plusieurs conférences où les caméramens sont obligés de changer leur cadre tellement il est grand. Il se retrouve également à enquêter pour la 3e fois sur la famille Clinton, avec la fameuse affaire des emails d'Hillary. Hillary est accusée d'avoir utilisé sa messagerie personnelle pour envoyer des emails professionnels, ce qui n'est franchement pas grave, sauf quand on est ministre des Affaires étrangères et que certains messages sont classés secret défense. Après 2 ans d'enquête, James donne cette conclusion. Nous pensons qu'aucun procureur n'aurait poursuivi cette affaire. Aucune charge retenue contre Hillary, une affaire que l'on croit enterrée, mais 2 semaines avant l'élection, Le FBI est en train d'étudier de nouveaux emails liés au scandale de la messagerie d'Hillary Clinton. James aurait rendu public la réouverture de l'enquête pour se couvrir et qu'on ne puisse pas l'accuser de chercher à étouffer l'affaire. 2 jours avant l'élection, il reconnaît que les nouveaux emails retrouvés ne contiennent rien d'incriminant. Mais le mal est fait. Selon les démocrates, cette révélation a considérablement joué dans le résultat de l'élection. Accusation justifiée ou excuse de mauvais perdant, peu importe. Donald est élu et il est certain que l'entente avec James sera des plus cordiales. Falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Le biopic présente la famille Castro dans Deuil et descendance. Il y avait une chose que Fidel aimait plus que la révolution, c'était de faire plein d'enfants avec plein de femmes. Certains lui prêtent une 20aine de bambins, mais seulement 12 sont officiellement reconnus. Étonnamment, le père de la nation refusait catégoriquement que ses progénitures l'appellent papa, préférant un comandante froid et impersonnel. Parmi sa tripotée d'enfants, il y a d'abord le fils aîné officiel, Fidelito, l'héritier. Pendant de nombreuses années, Fidelito est désigné comme le successeur du leader Maximo. Fidel l'invite d'ailleurs à ses soirées pyjama devant les télés américaines où il peut révéler les passions sans intérêt d'un fils de dictateur. J'ai 2 chiens. 2 chiens? C'est des chiens de quelle race? C'est des chiens tout petits. Mais la formation d'un dictateur n'est pas chose aisée. Fidelito, qui est devenu le sosie de son père en plus gros et un brillant physicien nucléaire, se la pète un peu trop et se fait virer de son poste de directeur de la commission cubaine de l'énergie atomique. Fidel ne le supporte pas et coupe les ponts avec son fils pendant des années. Il le met même sous surveillance de crainte qu'il ne quitte le pays pour rejoindre sa mère exilée en Espagne. Ce n'est qu'au milieu des années 2000 que Fidelito a le droit de remontrer sa tête. Et l'ancien fils déchu vante avec plaisir le travail de papa et tonton Raoul. Ce sont 2 grands guerriers qui sont restés ensemble sur le chemin de la Révolution et qui avaient la responsabilité de diriger le pays et la Révolution. Il participe aussi aux soirées officielles du régime. Mais même s'il est revenu en odeur de sainteté, il ne remplacera jamais son père. Je suis un scientifique de métier. Je l'ai dit souvent et je n'ai pas peur de vous le répéter. Je n'ai aucune ambition politique. Dans la famille Castro, il y a aussi Antonio, le chouchou. Antonio est l'un des fils de l'histoire d'amour secrète entre Fidel et Dalia Soto del Valle, qui durait depuis les années 60. Pendant ces années à vivre dans l'anonymat, Antonio est devenu le fiston préféré de Fidel, parce qu'il est super beau quand il fume son cigare, sportif, et qu'il donne une belle image du pays. Comme lors de la visite du pape, où il soutient gentiment son papa. En tant que président de la fédération de baseball, Antonio fait aussi revenir en équipe nationale les joueurs émigrés aux États-Unis et bannis par le régime. Le passé, c'est le passé. Nous devons aller de l'avant. Et le baseball nous aide à le faire. Mais dernièrement, Antonio ternit pour la première fois son image de beau gosse sympa. Non seulement il traverse au feu rouge, mais il passe aussi des vacances de luxe en Méditerranée sur un yacht à plusieurs millions. Ce qui n'est pas fameux quand son pays meurt de faim. Chez les Castro, il y a aussi Alina, la paria. Alina est le fruit de l'amour entre Fidel et Nati Revuelta, jet-setteuse de la Havane des années 50 qui trouvait très sexy les barbus en treillis. J'avais 10 ans quand on m'a dit que Fidel Castro était mon père. Mais ça ne m'a pas surprise,
car je ne le voyais pas seulement à la télévision, je le voyais aussi à la maison. Dans les années qui suivent, Alina s'entend assez bien avec son père, mais petit à petit, leur relation se dégrade. Ce n'était pas du tout un bon père. Il était très absent, même s'il était omniprésent dans le pays. C'était entre guillemets le père de tous les Cubains. Elle travaille comme mannequin dans les années 80, mais parallèlement cherche tous les moyens de s'en aller du pays. Surtout parce qu'elle n'est plus du tout d'accord avec les idées de son père. Fidel lui dit que c'est impossible pour des raisons politiques, mais en 1993... Je suis sortie du pays déguisée en espagnol avec un faux passeport. Alina s'installe alors à Miami, où vivent un grand nombre de réfugiés cubains. Elle publie Alina, mémoire de la fille rebelle de Fidel Castro, et devient alors l'une des chefs de file de l'anticastrisme en exil. En 2014, Alina a fini par revenir quelque temps à La Havane pour être au chevet de sa mère malade. Signe que le régime ne lui en veut pas tant que ça. Mais aux dernières nouvelles, elle n'aimait toujours pas son papa. Si Fidel pouvait voir cette interview, qu'est-ce que vous lui diriez? Rien. Je n'ai pas de message. Milo Yiannopoulos, who is Catholic and gay. Are you a troll? Of course. To be quite honest with you, fuck your feelings. Le biopic présente Milo Yiannopoulos dans La cage aux trolls. Athènes, 18 octobre 1984. C'est derrière ces ruines millénaires que naît la légende de Milo Yiannopoulos. Alors qu'il n'a que quelques mois, Milo et sa famille rejoignent le sud de l'Angleterre et ses ruines un peu moins vieilles. Très jeune, il se passionne pour les antiquités teutones, puis abandonne ses études pour devenir journaliste. Il signe alors au Télégraphe quelques articles sur les nouvelles technologies avant de fonder son propre site d'information, le Kernel. Ce que j'essaie de faire, c'est de traiter les opinions et les idées absurdes de façon satirique, comme elles le méritent. Spécialiste high-tech reconnu, Milo se retrouve également invité sur les plateaux pour exposer ses positions originales en tant qu'homosexuel. Le mariage gay sous-entendrait qu'être homosexuel est tout à fait acceptable, voire même enviable. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. On a vraiment l'impression d'entendre un homosexuel homophobe. Les idées à contre-courant de Milo tapent dans l'œil de Steve Bannon, le patron du site d'information ultra-réac Breitbart, qui l'engage pour écrire des articles provocateurs et souvent misogynes comme « La pilule rend les femmes moches et hystériques » ou encore « Si les femmes ont peur d'être harcelées sur le net, elles n'ont qu'à se déconnecter ». Milo devient le symbole de l'alt-right, le nouveau nom de l'extrême droite américaine, des suprémacistes blancs new look et ultra provocateurs. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Milo l'excentrique défile alors dans les facs américaines avec ce qu'il appelle la tournée de la dangereuse tapette. Nous retrouvons donc le Milo surfeur prétentieux et antiféministe. J'ai dégagé du temps de mon agenda habituellement consacré à être génial et à refaire mes cheveux pour vous écrire ce discours. Le féminisme, c'est le cancer. Merci beaucoup. Le Milo chauve-souris misogyne. Les sociétés se sont toujours construites sur la sueur des hommes. Trouver une femme sur un chantier de construction ou à nettoyer des vitres au 54e étage d'un gratte-ciel est aussi rare que de rencontrer une féministe qui ne soit pas moche. Le Milo islamophobe au jean troué. Le problème, ce n'est pas l'islam radical, mais l'islam tout court. Ce dont Milo raffole, c'est le clash. Et à chaque sortie, ça fonctionne. Comme ici, où des militants de la cause noire en viennent à interrompre Milo en pleine représentation. Ce qui semble bien l'amuser. J'ai compris pourquoi il y a autant de demoiselles noires dans le public. C'est parce que j'ai baisé leur frère. Milo perpétue également ses provocations sur la toile et réussit même à se faire bannir à vie de Twitter. Ce qui s'apparente à un exploit quand on sait que même le parti nazi américain n'y est pas parvenu. Naturellement, Milo est un farouche supporter de Trump qui l'appelle d'ailleurs... Papa, appelez-le simplement papa. Ah d'accord, je vois. Et la victoire de papa est un peu la sienne. Mais aujourd'hui, papa cherche à prendre ses distances avec l'alt-right. Milo, lui, s'en fiche. Être détesté est certainement sa plus belle récompense. Y a-t-il quelqu'un ici qui me déteste? Alors? Ah, ça y est, voilà. Merci. Evangelical, egotistical, unconventional. The world's most famous yoga guru today.
Bikram yoga has developed somewhat of a cult-like following. Le biopic présente Bikram Choudhury dans Mauvaise posture. Calcutta, 10 février 1946. C'est dans cette période de l'après-guerre que naît Bikram Choudhury. Bikram commence le yoga à l'âge de 4 ans, sous la direction du célèbre gourou Bishnu Ghosh. J'ai été champion national 3 années consécutives. Ensuite, je suis devenu haltérophile. Je m'entraînais pour les JO, pour la médaille d'or. Mais lors d'un entraînement, il se blesse gravement. Les médecins me disaient que je ne marcherais plus jamais. Mon gourou a réparé mon genou avec le yoga. C'est alors que je me suis dit que j'allais parcourir le monde pour réparer des genoux. Ou d'autres parties du corps. Bikram se la joue d'abord fakir et met en place quelques numéros spectaculaires qui doivent quand même un peu piquer. Il l'a fait et Yogi Bikram va bien. Puis il met en place un programme de yoga censé régler tous vos problèmes qu'il appelle sobrement le yoga Bikram. Et le concept est plutôt amusant. Du yoga en moule-boule dans une pièce à 40 degrés et 50% d'humidité. Des séances de 90 minutes pendant lesquelles les participants enchaînent 26 positions. Dès la 3e position, les gens ont la tête qui tourne. Ils ont des nausées. Ils tombent dans les pommes. Bienvenue dans la salle de torture de Bikram. Pour aimer ça, on se dit qu'il faut être complètement maso. Ou américain. Car aux États-Unis, le yoga Bikram devient très vite un phénomène de mode. Et dans les années 70-80, Bikram devient le maître yogi des stars. Michael Jackson, Quincy Jones, Madonna, le président Nixon qui lui aurait donné la carte de séjour pour le remercier, et même le plus grand basketteur de l'histoire, Karim Abdul-Jabbar. C'est peut-être le meilleur athlète du monde, mais chez moi c'est le pire élève que j'ai jamais eu. Bikram est alors très riche et très célèbre. Et le problème quand on est très riche et très célèbre, c'est qu'on veut devenir encore plus riche et encore plus célèbre. Bikram ouvre des centaines de salles aux 4 coins du monde et fixe à $12 000 le prix de la formation d'instructeur. Puis il intente des procès à quiconque s'inspire de ses méthodes, comme à son ancienne élève Raquel Welch. Pliez vos jambes et relâchez vos hanches. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Il cherche par la suite à faire de ces positions des marques déposées. Mais déposer une position n'est pas possible. Bikram se dit alors qu'il pourrait aussi gagner de l'argent avec sa jolie voix. La célébrité de Bikram le fait définitivement vriller, et ses cours prennent des tournures étranges et très sexuelles. C'est du Viagra naturel. Une femme, je la fais jouir 42 fois en une nuit de 7 heures. C'est mon record. Ce qu'il ne dit pas, c'est que certaines d'entre elles ne sont pas vraiment consentantes. 6 femmes l'accusent en effet de harcèlement sexuel et certaines même de viol. Mais Bikram nie les faits. Je n'ai pas eu besoin de les attaquer, ni de les violer, ou encore de les agresser. Beaucoup de mes élèves se sont suicidés parce que je ne voulais pas coucher avec elles. Vous avez couché avec certaines de vos élèves pour rendre service ? On peut dire ça, oui. Mais la justice ne croit pas en son altruisme et le déclare coupable de licenciement abusif, harcèlement et discrimination sexuelle envers une ancienne assistante. Bikram s'exile en Inde, mais va quand même devoir lui céder tout son empire, ses 700 salles de sport et ses voitures de collection en dommages et intérêts. D'autres procès, dont un pour viol, l'attendent encore. Ils l'enverront peut-être dans des salles d'entraînement à barreaux, bien trop petites pour son ego. É sem dúvida dos homens mais bem relacionados do Brasil. É o primeiro prefeito eleito no primeiro turno em São Paulo. Muita gente te compara também ao Donald Trump. João Doria et Donaldinho. São Paulo, 16 décembre 1957. Alors que l'été approche à grands pas dans cette partie du globe, João Doria vient au monde. Son père, député et publicitaire, est le fondateur de la Saint-Valentin nationale. En portugais, o Dia dos Namorados. Mais suite au coup d'état militaire de 64, il est contraint de s'exiler à Paris. La mère de João se retrouve donc seule à élever ses 2 enfants, et les temps sont durs. Une fois, ma mère n'a pas pu payer la facture d'électricité. Notre voisine du dessus nous laissait utiliser son frigo, jusqu'à ce que ma mère paye la facture. À 13 ans, João commence donc à travailler.
Pistonné par papa comme un certain Donald Trump, il entre en stage dans une boîte de pub et devient en quelques années un publicitaire reconnu. Il se retrouve en 86 à la direction du Conseil national du tourisme du Brésil. Avec lui, fesses et bikini deviennent les deux mamelles du pays. Et bien que certains lui reprochent de promouvoir le tourisme sexuel, la réussite de Joao continue. Il monte plusieurs entreprises à succès et commence une nouvelle carrière de présentateur télé, qui l'amène à rencontrer plusieurs célébrités comme Donald Trump, Ayrton Senna ou encore la star internationale, Jean-Michel Jarre. Quel est le conseil que vous donnerez aux jeunes qui sont en quête de leur rêve? Je crois que c'est de les suivre. Quelques années plus tard, il se retrouve à la tête de la version brésilienne de The Apprentice, l'émission américaine de ce même Donald. Le est remplacé par un plus doux à l'oreille, mais toujours accompagné de punchlines dévastatrices. C'était un désastre. Un désastre. Vous devriez de nouveau avoir tous honte. Assumez votre responsabilité, vous êtes virés. Tout comme Donald Trump, il se présente l'année dernière à des élections, les municipales de São Paulo. Le Donald des tropiques investit une partie de sa fortune de 50 millions d'euros pour financer sa campagne. Il met en avant sa réussite et son travail dans des clips qui donnent envie d'aller voter en dansant. Ralou desde menino, batalhou, prosperou. João Dória, trabalhador. Comme Trump, il apprécie aussi les discussions de vestiaire. Avec tout l'argent que vous avez, pourquoi on n'entend jamais parler de vos conquêtes féminines? Allez, dites-nous tout, vous êtes pédé? Pédé, moi? Amène-moi ta sœur, tu vas voir. Joao remporte l'élection dès le premier tour, une première depuis la fin de la dictature. À peine élu, il convoque la presse aux aurores pour qu'elle constate qu'il nettoie super bien rien du tout. Nous sommes ici pour donner l'exemple. Je suis moi-même au service du public. Il inflige également des amendes de 60 € à ses collaborateurs retardataires. Entre coups de com' et main de fer, le self-made man brésilien semble vouloir diriger sa mairie comme une entreprise. La politique ne change visiblement pas un homme d'affaires. He's an icon. The conscience of the whole nation. Congressman John Lewis, who are boycotting his inauguration. It's pretty bad. And it's making him look bad, frankly. Le biopic présente John Lewis dans Colère noire. Troy, 17 février 1940. C'est dans cette ville sans grand intérêt de l'Alabama que naît John Lewis. John grandit à une époque et dans un état du Sud où il n'est pas franchement plaisant d'être noir. Durant ses années universitaires, le petit homme d'1,67 m devient un grand militant des droits civiques. Il organise le fameux sit-in de Nashville, durant lequel il s'assoit avec d'autres étudiants à des places réservées aux Blancs. On n'a pas l'habitude de les voir s'asseoir à côté de nous. J'ai jamais vécu avec eux et je vais pas commencer maintenant. L'accueil laisse à désirer et John est arrêté puis jeté en prison. Après plusieurs semaines de tension dans la ville, le mouvement remporte une grande victoire et Nashville devient la première grande ville du Sud à mettre fin à la ségrégation dans les lieux publics. Il participe ensuite au fameux Freedom Ride, le voyage de la liberté. En montant dans le bus, j'étais heureux. Je me suis senti libre. J'étais comme un guerrier dans une armée non violente. 7 noirs et 6 blancs s'assoient côte à côte dans un bus et voyagent de Washington jusqu'à la Nouvelle-Orléans pour dénoncer la ségrégation dans les transports. We're rolling along the highway. There is merry adventure in every wonderful mile. Le bus est attaqué. Les passagers échappent à la mort, mais pas aux arrestations. À 23 ans, John est alors l'un des principaux leaders du combat pour les droits civiques. Sac à dos sur les épaules, le jeune homme à la dégaine d'écolier est à la tête de la fameuse marche de Montgomery à Selma. You are ordered to disperse, go home or go to your church. This march will not continue. Le problème quand on est au premier rang, c'est que ça fait un peu plus mal. J'ai été frappé à la tête par un policier avec une matraque. J'ai eu une commotion cérébrale sur le pont. J'ai cru que c'était ma dernière manifestation. Je croyais que j'allais mourir. Le mouvement conduit le président Johnson à signer la loi qui permet enfin aux Noirs d'exercer leur droit de vote dans les États du Sud, 100 ans après l'abolition de l'esclavage. En 1986, John se fait élire au Congrès. Pendant 30 ans, il est réélu à 14 reprises. Et bien que ses micros soient mal ajustés, il se bat continuellement avec conviction pour ce en quoi il croit.
Vous savez, dans les années 60, j'ai été arrêté 40 fois. Et depuis que je suis au Congrès, 5 autres fois. Et je vais sûrement encore me faire arrêter pour autre chose. Il est fréquemment honoré pour ses services rendus au pays et rappelle volontiers le chemin parcouru. Je me souviens, en 1956, quand j'avais 16 ans, nous étions avec mes frères et sœurs et mes cousins. Et nous nous sommes rendus dans une bibliothèque pour nous inscrire. On nous a répondu que la bibliothèque était réservée aux Blancs et interdite aux personnes de couleur. Alors venir ici, pour recevoir ce prix, je suis honoré. C'est beaucoup trop. Merci. La semaine dernière, il est invité à parler de Donald Trump. Et bien entendu, il dit ce qu'il pense. Je ne considère pas le président élu comme un président légitime. Le président du tweet matraque alors John sur les réseaux sociaux. John Lewis devrait passer plus de temps à régler les problèmes de sa circonscription. Du blabla, pas d'action, pas de résultat. Triste. Les critiques contre Trump pleuvent et plusieurs parlementaires décident de bouder sa cérémonie d'investiture. En l'espace de quelques jours, John est devenu l'une des principales voix de la lutte contre Donald. Le combat va durer encore 4 ans, mais ça ne risque pas de l'effrayer. This lady may have the hardest job in politics. Every time I've ever seen her on television, something's askew, off, or incorrect. She's dangerous because she can't be controlled, and the White House knows that. Le biopic présente dans Les femmes du président, Kellyanne Conway. Camden, 20 janvier 1967. C'est dans ce bled bien câblé du New Jersey que naît Kellyanne Conway. La petite rouquine devient une pom-pom girl ultra flexible qui passe ses étés dans les myrtilles. Élue Miss Myrtille New Jersey en 82, elle devient également une experte dans l'empaquetage de ces délicieux petits fruits rouges. Elle pouvait remplir 300 cajots comme ça par jour. Kellyanne remporte même le championnat du monde d'empaquetage de myrtilles, après avoir quand même demandé un recomptage en finale. Après des études de sciences politiques et de droit qu'elle finit avec les honneurs, elle crée sa société de sondage et devient une experte au sourire figé. Les femmes préfèrent en majorité les solutions du Parti républicain. Cette notoriété cathodique lui donne aussi la chance d'être invitée à s'humilier en public dans des concours d'humour pour célébrités. All I could find is that Clinton's sex life is better than mine. Mais le ridicule ne tue pas, et Kellyanne tape dans l'œil du Parti républicain. En 15 ans, elle devient une conseillère très prisée. Aux dernières primaires, elle mise sur le favori de l'époque, Ted Cruz, et devient sa directrice de campagne. Sa cible de prédilection, le milliardaire à la mèche jaune. Donald Trump insulte les autres candidats. Ce n'est pas digne d'un président. Trump dit qu'il est du côté des petites gens, mais en réalité, il a fait sa fortune sur leur dos. Ce que nous faisons est transparent, contrairement aux avis d'imposition de Donald Trump. Ted Cruz perd la primaire aux dépens de ce bon Donald. Mais la magie de la politique veut que les ennemis d'hier soient les amis de demain. Et Kellyanne, avec son sourire toujours aussi figé, devient la directrice de campagne du républicain. Cette mercenaire de la politique se fait alors envoyer de télé en télé pour répondre aux détracteurs, dont elle faisait partie quelques mois plus tôt. Est-ce qu'on va voir ses avis d'imposition un jour ? Maintenant que je suis dans la confidence, je peux vous dire qu'il publiera ses avis d'imposition bientôt. Kellyanne devient vite le cauchemar des intervieweurs. Kellyanne, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Vous essayez de changer de sujet. Ce n'est pas ma question. Et la fierté de son employeur. Je lui demande d'aller à la télé, elle y va et elle détruit tout. Merci bébé, merci. Pour la remercier, le nouveau président lui offre le poste de conseillère du président. Et en 1 mois et demi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle s'est fait remarquer. Elle n'hésite pas à inventer de nouvelles expressions. Vous dites que ce sont des mensonges, mais notre porte-parole Sean Spicer a juste donné des faits alternatifs. À dénoncer des actes terroristes imaginaires. 2 Irakiens sont venus dans notre pays, se sont radicalisés et sont responsables du massacre de Bowling Green. À assumer pleinement les conflits d'intérêts. Allez acheter les produits d'Ivanka. Je déteste faire du shopping, mais je vais y aller tout à l'heure. Ou à tweeter tranquillou à genoux sur le canapé du bureau ovale. Son manque de professionnalisme passe mal auprès des Américains et de la presse, à tel point que certaines émissions politiques refusent maintenant de l'inviter. Pour une experte comme elle, retourner dans l'ombre est certainement la pire des punitions. I've got the pundit blues. Es millonario.
filántropo. Todo en su vida es excéntrico. Sus autos, sus relojes, su pelo, sus dientes. Lo que pasa es que yo voy a ser el primer chileno que voy al espacio. Le biopic présente Leonardo Farkas dans Le Capitaine Farkas. Vallenar, 20 mars 1967. C'est dans cette ville chilienne de 50 000 âmes que naît Leonardo Farkas. Les parents de Leonardo sont des immigrés juifs hongrois ayant fui la menace nazie et qui ont fait fortune au Chili dans l'exploitation minière. Mais suite à la nationalisation de leurs mines par l'État, la famille se retrouve sans un sou. Mon père disait toujours, l'argent ça va, ça vient. L'important c'est de profiter de la vie. Ce que tu as mangé, ce que tu as dansé, personne ne pourra te l'enlever. Pour bien profiter de la vie, Leonardo se consacre à sa grande passion, la musique. Avec un style certainement tendance au Chili cette année-là, il tente de séduire les foules. Mais le Chili est bien trop petit pour son talent, et Leonardo s'envole pour les États-Unis. Il rase sa moustache, se teint en blonde et se produit dans des cabarets, puis des casinos et des croisières de luxe, sous le nom de... El hombre orquesta. Étonnamment, l'homme orchestre s'enrichit avec sa musique, puis décide de ranger ses synthés pour rentrer au pays et poursuivre le rêve de son père, fonder un empire minier. Il se retrouve très vite à la tête d'une entreprise qui exporte des millions de tonnes de fer chaque année. Leonardo n'est pas un chef d'entreprise classique. Il paye ses employés 50% de plus que le salaire minimum et améliore leurs conditions de travail. Il est par exemple le premier du pays à acheter à chaque mineur sa propre paire de bottes et de gants. Le pays se passionne alors pour ce dandy bling-bling aux dents beaucoup trop blanches et qui philosophe sur la richesse de l'homme. Votre patrimoine s'élève à combien? On dit que le plus riche, ce n'est pas celui qui possède le plus, mais celui qui donne le plus. Si on se base là-dessus, je suis très riche. Car Leonardo est un homme au cœur aussi grand que sa démesure. Il améliore le quotidien de petits orphelins, de gros prisonniers, distribue des billets par plaisir ou par défi. 1 million à celui qui arrive en premier de l'autre côté. En 2008, il fait le plus gros don de l'histoire du Téléthon. 1000 millions de pesos. Leonardo adore également se donner en spectacle. Il mime avec une passion excessive des instruments de musique, un violon, une flûte, une trompette et un truc. Il exhibe aussi sa belle chemise en métal, qui provoque des larcènes quand il s'approche du micro. Le mois passé, Leonardo fêtait ses 50 ans, et pour l'occasion, il a organisé à Miami la fête du siècle. Concert privé de Air Supply, les Gypsy Kings ou encore Earth, Wind & Fire, 266 heureux élus invités tout frais payés dans un magnifique palace, avec pour seule obligation de rester jusqu'à la fin de la soirée et de laisser ses téléphones et appareils photo à l'entrée. Je n'aime pas les téléphones portables et les photos. Je veux que les gens profitent de la fête. On ne verra donc jamais si cette soirée, estimée à plus de 600 000 €, a rempli ses promesses. Espérons juste que Leonardo s'est bien amusé. He's the Prime Minister. Now he is about to become Serbia's next president. Once a staunch Serbian nationalist, he served under Slobodan Milosevic. Not better than all the others. Another Superman that didn't make any mistakes. Le biopic présente Aleksandar Vučić dans L'Opportuniste. Belgrade, 5 mars 1970. C'est sur ces rives ensoleillées du Danube que naît Aleksandar Vučić. Aleksandar est un élève brillant qui enchaîne les 20 sur 20 à l'école, mais qui s'attire des problèmes dans la rue. J'ai fait 1 million de bêtises. Je me suis battu et je me suis même fait arrêter. Aleksandar obtient un diplôme de droit par apprendre l'anglais au pays de Shakespeare et des Spice Girls. Puis, au début de la guerre de Yougoslavie, il entame une carrière de journaliste en Bosnie-Herzégovine. Même si ces combattants participent aux affrontements, ils ne sont pas formés comme des militaires professionnels. Mais Aleksandar ne veut pas se contenter de suivre des hommes violents au treillis. Il veut changer le système. Il s'achète donc une chemise trop large, s'inscrit au SRS, le parti radical serbe, un parti ultranationaliste.
En quelques années, il en devient le porte-parole et se fait remarquer par certains discours flippants, comme au lendemain du massacre de Srebrenica qui coûta la vie à 8000 Bosniaques musulmans. Tuer un seul Serbe et on tuera 100 musulmans. Et là, on verra si la communauté européenne ou quelqu'un d'autre osera s'en prendre aux positions serbes. Ces messages d'amour et de paix le mènent au poste de ministre de l'information du gouvernement de Milosevic. Aleksandar est un ministre un peu autoritaire. Il muselle la presse, ferme des magazines ouvertement contre le régime et expulse plusieurs médias étrangers. Quand il était au pouvoir, comme ministre chargé de l'information, Vučić a respecté la loi telle qu'elle était, puis il a changé la loi pour pouvoir mettre en œuvre ces tortures. Mais en 2000, Milosevic est renversé et Aleksandar voit le pouvoir s'éloigner. Pendant 15 ans, il cherche alors à s'acheter une image de mec cool, en participant à des émissions simplettes où il faut tâter un rat dans une boîte. Je le tiens, mais je sais pas ce que c'est. Touche un peu les oreilles. En participant aussi à l'émission Plesom dos Nova, où il expose au monde entier son manque de rythme. Je ne savais pas que c'était du disco, ça. J'ai pas vraiment réussi. En sauvant un enfant prisonnier de la neige devant les caméras du pays, ou en s'excusant fréquemment pour son passé sombre. Je condamne fermement les commentaires stupides que j'ai pu faire il y a 20, 25 ou 30 ans. Côté politique, il quitte le parti radical serbe pour un nouveau parti pro-européen, le parti progressiste serbe. Les progressistes remportent les élections et Aleksandar retrouve enfin le pouvoir en tant que ministre puis Premier ministre. Il reprend alors très vite ses bonnes vieilles habitudes autoritaires. Je ne veux plus entendre un seul mot, vous m'avez compris? Je me fiche que ce soit un ministre ou quelqu'un d'autre. Ce sera dehors si vous refaites ça. Mon ami, pourquoi t'es en retard? T'avais autre chose à faire? Je n'ai jamais lu d'exposé plus bête de ma vie. Éteignez-moi ce téléphone. Je ne veux plus entendre de sonneries, c'est clair? Je ne trouve pas ça drôle. Assis-toi. Bien qu'il jouisse d'une excellente cote de popularité, certains n'oublient pas son lourd passé. En témoigne cet accueil tendu lors de la commémoration des 20 ans du massacre de Srebrenica. Cette année, le grand homme politique se présente aux élections présidentielles et abreuve les chaînes de télé de clips originaux. On prend mon chemin. Non, on prend le mien. Notre pays est comme cet avion. Sa gestion est confiée à 2 hommes, au président et au Premier ministre. Aleksandar remporte les élections dès le premier tour, reléguant son principal opposant à 40 points. Un succès populaire qui ne plaît pas trop à ses détracteurs. Ces derniers craignent une monopolisation des pouvoirs et l'accusent de faire déjà taire ses opposants grâce à son contrôle des médias. Mais l'important est ailleurs, Aleksandar est vraiment très amusant quand il danse. Who was diagnosed with autism when he was a baby. He does have unusual abilities. A math and science prodigy. Is on track to become a Nobel Prize winner for his work in theoretical physics. Le biopic présente Jacob Barnett dans Brain Man. Indianapolis, 26 mai 1998. C'est à quelques pouces du circuit des 500 miles que naît Jacob Barnett. Jake est un bébé comme beaucoup d'autres. Il dit maman quand il voit sa maman, papa quand il voit son papa, et il aime renverser les boîtes de céréales sur le sol. Mais très vite, le comportement de Jake change. Quand Jacob avait 2 ans, il a été diagnostiqué autiste. Et les médecins nous ont dit qu'il ne pourrait probablement jamais lire ni attacher ses lacets. Il a intégré un programme spécial. La mère de Jake n'est pas convaincue par l'efficacité du programme. Il se concentrait seulement sur ce que Jacob ne savait pas faire. Et il m'a semblé que ce n'était pas la bonne démarche. Elle retire donc son fils du centre et se focalise sur ses passions. Elle lui fait souffler des pissenlits, lui fait faire des châteaux de sable et l'encourage à observer les étoiles. L'état de Jake s'améliore. Il recommence à parler et développe même des facultés surprenantes. Une fois, je suis allé au planétarium. Le maître de conférence a demandé pourquoi les lunes autour de Mars étaient en forme de pommes de terre. Et j'ai répondu que c'était certainement parce que leur masse n'était pas suffisante pour que leur gravité les rende rondes. Je suppose que c'était surprenant qu'un enfant de 3 ans réponde à cette question. Très vite, le petit s'intéresse aux mathématiques et explique à ses parents qu'il renversait des boîtes de céréales pour calculer le volume des paquets. Avant l'âge de raison, il résout des équations qui ne sont pas de son âge, puis intègre à 10 ans l'université de l'Indiana, après avoir appris le programme de maths du lycée en seulement 2 semaines.
et publie des articles dans des revues scientifiques. Jake, qui peut réciter pi pendant plusieurs minutes, se met également à poster des vidéos où il explique des concepts scientifiques compliqués. Salut, c'est Jake et je vous fais une leçon sur l'espace-temps. Avec des mots compliqués. dv par dx égale cos x, donc je ne fais que multiplier l'autre côté. Mais avec une âme d'enfant. Je vais laisser mon chat partir car il a peur de la trigonométrie. Véritable star dans son université, Jake, qui ne sait pas faire ses lacets, donne aussi plusieurs conférences. Que se passerait-il si je me faisais aspirer par un trou noir? Tu mourrais probablement avant de pouvoir te poser la question. Donne des cours à des adultes qui écrivent trop haut pour lui et devient une célébrité nationale quand sa mère publie un livre sur leur vie. Jake continue ses recherches. Spécialisé en physique quantique, il intègre à 15 ans le prestigieux Perimeter Institute. Plus jeune scientifique de l'histoire à y être accepté, il partage ses journées avec des jeunes gens plus âgés. Il vous traite comme l'un des leurs? Oui, mais je n'ai pas l'âge de boire. Maintenant âgé de 19 ans, il finit tranquillement sa thèse sur un sujet compliqué et espère bien révolutionner la physique quantique. L'autiste, autrefois perdu pour la science, est aujourd'hui en passe de la révolutionner. 32397985535.